Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité pour que chaque femme puisse créer sa propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier que je te propose. Un épisode hors série pour découvrir le rôle des peuples autochtones à travers les actions de l'association Jiboyana. C'est Laetitia, une des cofondatrices de cette association, qui viendra te parler du peuple Unikwin qui se trouve en Amazonie et auprès duquel elle a pu recueillir de précieuses informations sur leurs rites, leurs coutumes, leur évolution en harmonie avec la nature pour mieux comprendre leur manière de penser et de vivre. Un voyage essentiel qui nous fait prendre conscience que notre destin est intimement lié au leur. J'arrête là cette présentation et je te laisse avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro pour un épisode un peu spécial, particulier, puisque aujourd'hui, on va parler de l'association pour laquelle tu œuvres, qui s'appelle Jiboyana. Une association qui œuvre effectivement pour la reconnaissance des peuples autochtones, un sujet que j'avais à cœur en tout cas d'aborder sous votre vision, votre angle. Et voilà, c'est toi qui a chopé entre guillemets cette opportunité pour pouvoir nous parler de cette association aujourd'hui. Alors peut-être Mhm. dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu qu'est-ce que cette association, quel est ton rôle dans cette association, comment tu l'as un petit peu connue et quel est ton Oui. lien bien évidemment avec Jiboyana. Coucou Marion, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être présente aujourd'hui. Merci pour l'opportunité aussi de me permettre d'expliquer ce qu'est aujourd'hui Jiboyana. Donc pour la petite présentation, moi je m'appelle Laetitia, je suis l'une des cofondatrices de l'association Jiboyana. Ouais. Et pour dire simple, en fait, nous, on œuvre avec les peuples autochtones pour la préservation de la nature. Donc en fait, on a plusieurs volets. On va agir sur le terrain avec des projets comme des puits à panneaux solaires, de la reforestation, de la conservation culturelle. Et Ouais. après, on va aussi travailler sur un axe de sensibilisation en faisant venir des représentants et activistes autochtones en Europe. Et on va faire des conférences, des événements culturels pour justement un peu sensibiliser autour de la nécessité du rôle des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu t'es rendu à plusieurs reprises sur place auprès d'un peuple en particulier? Oui, justement, je suis allée environ 4 fois aujourd'hui en Amazonie sur des Oui, durées de 1 mois à 2 mois. oui, J'ai visité je travaille beaucoup avec le peuple Unikwin, oui. mais on a également fait des projets chez le peuple Shananawa et on espère, faire de plus en plus de projets dans l'État de l'Acre, au Brésil, qui se trouve Ouais. à la frontière avec le Pérou. Mais on travaille aussi avec d'autres peuples qui viennent notamment en Europe, comme les Patachos, les Satarimawe, les Inins, connus sous le nom de Karaja et voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont les particularités de ces peuples? Alors, particulièrement peut-être le peuple Unikwin, puisque c'est Mmh mh. celui-ci, en tout cas, avec lequel vous travaillez le plus. Est-ce que Mmh. tu peux nous expliquer comment il vit, quels sont ses rites ou ses coutumes encore d'actualité? Et puis, peut-être plus précisément par rapport au rôle des femmes, des mamans au sein de ce peuple. Mmh. Oui, très bonne question.
Alors, moi, tout d'abord, je tiens juste à dire que je suis pas une spécialiste aujourd'hui de la culture Uniqueen, même si je suis en train d'apprendre davantage, d'échanger de plus en plus avec mes amis qui sont présents. Donc moi, je vais te parler de l'expérience que j'ai eue et que Oui. j'ai vécue. Mhm. Mais voilà, il y a aussi d'autres éléments de réponse que l'on peut trouver sûrement dans des textes, dans des thèses Oui. aujourd'hui en portugais, mais qui existent. D'accord. Donc, par rapport à moi, ce que j'ai remarqué dans la communauté Uniqueen, et je tiens à dire que la communauté Uniqueen, c'est vraiment, comment dire, un peuple autochtone qui est différent des autres peuples autochtones. Donc, D'accord. eux, ils ont des coutumes et d'autres peuples qui peuvent être plus ou moins prêts vont avoir d'autres coutumes. Donc là, D'accord. vraiment, dans le cadre de la communauté Uniqueen, ce que j'ai pu remarquer entre les hommes et les femmes, c'est que il y a des tâches qui vont être, par exemple, faites par des hommes et par des femmes, comme par exemple l'artisanat, certaines choses au niveau de la plantation Oui. des plants, tu vois. Mais il va Oui. y avoir aussi des choses qui vont être vraiment, on va dire, spéciales pour les hommes et spéciales pour les femmes. Donc il y a un certain équilibre. Après, je sais que dans d'autres communautés, ça se passe aussi comme ça parce que ça fait partie un peu des lois de la nature. L'homme est Oui. généralement plus fort et plus costaud, donc il va faire des choses qui demandent plus de force, comme planter ou couper des arbres, aller chasser, par exemple. Et les femmes vont parfois plus s'occuper de l'intérieur de la maison, faire de l'artisanat, même s'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font de l'artisanat. Ça, c'est Oui. très important à le notifier parce qu'on parle beaucoup des femmes, de l'artisanat, du coton, de la céramique et tout ça. Mais aussi les hommes, ils participent à ça. Alors, ça dépend, il y en a qui sont artistes et il y en a qui le sont pas. Mais voilà, Oui. les activités, elles peuvent être mélangées. Alors justement par rapport, aux différentes coutumes que tu as pu, Mhm. voir, est-ce qu'il y en a, plus particulièrement qui t'ont marqué ou que tu as pu lire d'ailleurs, et que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui par rapport, à la naissance par exemple, à l'enfantement? Mhm. Alors, moi, j'ai pas eu la chance, d'assister, par exemple, à des enfantements ou ce genre de choses. Je suis davantage proche de la jeunesse et beaucoup Ouais. des jeunes hommes. Je m'entends très Ouais. bien avec eux. Ouais. Donc au niveau des femmes, moi, ce que j'ai pu, apprendre et voir, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire, la colonisation, il y a comment dire? Une limite, on va dire, comment je peux exprimer ça? L'occidentalisation qui va transpirer sur les coutumes Ouais. aujourd'hui autochtones, ce qui fait que les femmes, elles vont plus avoir tendance à aller en ville pour accoucher plutôt que Ouais. de rester dans le village. Néanmoins, j'ai une amie qui a eu l'occasion de donner naissance dans l'un des rituels, on va dire traditionnels, spirituels. Ouais. Voilà, un jour, elle a donné naissance et du coup, bah, la communauté était autour. Après, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais, Ouais. euh, mais voilà. Alors, effectivement, on sent, vraiment, cet impact de occidentalisation, pardon, sur, Mhm, la communauté, comme dans beaucoup, de peuples à travers le mhm, monde. Est-ce que, comme tu disais effectivement qu'il y a cette omniprésence de la nature, de la conservation et de la préservation de la nature, est-ce que tu as mhm, des exemples à nous donner sur la façon dont ils se soignent? Est-ce que là aussi, l'occidentalisation, a eu un impact ou il y a encore des soins qu'on peut présenter comme des remèdes naturels qui sont utilisés de manière quotidienne ou régulière au moins au sein du peuple? mhm. Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, alors dans le cas des Uniqueen dans l'aldea de Kaosho, donc aldea veut dire village, il y Oui, a effectivement ce qu'on appelle les pagés, qui sont communément connus sous le nom de chamans, qui oui, vont davantage travailler avec les plantes pour soigner divers maux. Donc on va utiliser, enfin ils vont aller cueillir les plantes dans la forêt, faire des mixtures et les proposer aux personnes qui sont malades. Néanmoins, il y a une grande partie aussi de la population qui croit beaucoup à la médecine occidentale et quand ils sont malades après avoir vu le paget, ou parfois c'est l'inverse, ils vont d'abord voir les occidentaux, enfin la médecine occidentale et oui, demander un traitement.
Ouais. et ensuite vers le pagé. Mais ça va vraiment dépendre des familles parce que aujourd'hui, par exemple, les familles les plus pauvres, elles vont d'abord s'adresser aussi au pagé. D'accord. Les familles les plus riches, ça dépend vraiment. Il faut vraiment prendre ce que je dis avec des pincettes. Certaines vont d'abord aller voir le médecin dans la ville la plus proche qui est Tarawaka, et d'autres vont Ouais. aller voir le pagé. Donc D'accord. voilà, il y a vraiment les deux. À savoir que les médicaments, ça coûte toujours plus cher qu'aller chercher les plantes dans la forêt. Alors justement, en parlant d'argent, une question qui me vient là, comment est régie l'économie au sein de ce peuple? Alors, je vais te dire ce que moi je sais. Ouais, Et après, il y a forcément des choses où je ne suis pas au courant de tout. bien sûr, bien sûr. Néanmoins, aujourd'hui, par exemple, dans l'aldea de Kaosho, il y a ce qu'on appelle un cacique, qui est le chef du village. Et il y a beaucoup de... Donc, il y a un cacique général de tous les villages, parce que dans Ouais, Kaosho, il y a plusieurs villages. Si je ne me trompe pas, il y en a 5. Et ouais, ce groupe, on va dire, ces petits villages, il y a d'autres caciques. d'accord. Donc, les caciques, donc le cacique général, qu'on appelle cacique gérao, il se gère, voilà, de beaucoup d'échanges avec l'étranger, avec, voilà, comment on appelle ça, le commerce. Mais D'accord. chaque de chaque village a aussi un rôle et se charge un peu de la richesse de son sous-groupe. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, non, non, tout à fait. C'est une vraie organisation, en tout cas, à l'échelle de chaque village aussi. Enfin, C'est ça. c'est ça. Exactement. Donc le classique général, il va donner des directions, il va faire appliquer Ouais, certaines lois, etc. Par exemple, je sais que à Kaosho, à un moment, il y avait beaucoup de le classique, il faisait très attention à ce qui venait de l'extérieur, comme la drogue et tout et ce genre de bien choses, et sûr. qu'il a mis en place réellement des règles. Ouais, Après, je ne sais pas exactement l'intérieur de comment ça s'organise. Mais voilà, on va dire qu'il y a le classique général qui va donner des directions et ensuite appliquer aux autres villages. à l'échelon inférieur, effectivement, aux autres villages C'est qui ça. sont autour. D'accord. Ça reste des communautés pauvres. Oui, c'est ça. Alors l'harmonie avec la nature, donc tu l'as dit, Mhm. on le ressent parfaitement, elle est essentielle au sein des peuples autochtones. Comment, elle est vue et préservée au regard justement de cette jeunesse que tu as côtoyée? Alors, il faut savoir aujourd'hui que suite au contexte historique de comment dire, des communautés autochtones, il y Oui, a eu en fait, il y a quelques années, comme tu le sais, la colonisation oui, et des réductions des terres. Ce qui oui, fait que les peuples autochtones ont dû réapprendre et à s'adapter à des terres beaucoup plus petites et souvent partiellement dégradées. oui, Donc ça a forcément déjà un effet sur le fait enfin, son environnement, de comment on le ressent, on le vit. oui. Donc pour l'harmonie de l'environnement, je dirais que globalement, ils vivent quand même dans la nature. Donc c'est naturel. Il n'y a pas de distinction entre la nature et l'homme. La nature fait D'accord. partie de l'homme et l'homme fait partie de la nature. Donc c'est comme ça que je répondrai à cette question. Pour la jeunesse, justement. Alors Oui. précisément, la jeunesse donc vit et évolue aussi au contact de cette nature de manière quotidienne ou elle est amenée à aller, en ville de plus en plus? La plupart par exemple, au niveau des Unikwin qui se trouvent à Kaosho, et même dans les terres plus loin, comme Momaïta ou voilà, des communautés qui se trouvent beaucoup plus éloignées, les communautés doivent de plus en plus aller en ville pour certaines raisons, parfois pour acheter de la nourriture. Et c'est pour ça qu'avec Jiboyana, justement, on a mis l'action sur l'autonomie alimentaire pour éviter D'accord. d'avoir ces allées et venues en ville qui comment dire, gaspillent aussi beaucoup d'énergie au niveau du gaz, enfin de la gasoline. Donc Oui, en français, c'est l'essence. oui, Et ça fait aussi beaucoup de détritus, de papier plastique et ce genre de choses. oui. Mais du coup, cette jeunesse, elle est amenée effectivement à davantage aller dans les villes. Moi, j'ai des amis là-bas qui, à un moment, souhaitaient trouver du travail en ville. Oui, Pour certains, ça ne l'a pas fait finalement parce qu'en fait, ils souhaitaient conserver leur mode de vie dans le village, mais c'était trop mmh. cher parce que
En fait, par exemple, Kaosho, c'est à 1 heure et demie de bateau. Et il Oui, faut payer environ 100 reais, 150 reais aller-retour, ce qui est quand même une petite somme lorsque ouais, on est forcément, on vit dans ce genre de situation, de pays. Donc, oui, il y en a qui ont dû arrêter leur boulot ou alors faire un choix et s'installer en ville. Et d'accord. beaucoup, pour certains que je connais qui ont décidé de rester en ville, la forêt leur manque énormément. Ouais, c'est une part d'eux, Mmh. effectivement, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Et est-ce que pour les études, notamment pour la scolarisation, là aussi, il y a un mouvement vers la ville? Alors, il faut savoir que dans l'aldea de Kaosho et dans la plupart des aldeas quand même, il y a des écoles, indigènes, Oui, autochtones. Donc, ils vont apprendre les bases, l'art, la langue pour certains, parce que c'est assez nouveau aussi comme phénomène. Avant, on n'apprenait pas forcément la langue autochtone, mais étant donné qu'elle se perd, il y a une volonté à la conserver. Donc, il y a des écoles, par exemple à Kaosho, on va à l'école, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais environ jusqu'à 16 ans. oui, C'est le maximum. Et ensuite, pour ceux qui veulent continuer leurs études, donc souvent les personnes qui ont un peu plus d'argent peuvent oui. aller en ville ou suivre des études via Internet. Parce qu'au Brésil, il y a une différence. Alors je ne sais pas si c'est pour tout le Brésil, mais en tout cas dans l'état de l'Acre et pour mes amis autochtones, la plupart des facultés se fait à distance à travers leur téléphone. D'accord. C'est assez particulier, mais il y en a qui peuvent avoir la chance d'aller dans la ville un peu plus loin, par exemple Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, qui Mmh. se trouvent à environ 5, 6 heures, 7 heures de route en voiture, et il Ouais, y en a qui peuvent faire leurs études là-bas. Par contre, forcément, ça les coupe du village, ouais. parce que c'est trop loin, et ça leur demande aussi beaucoup de ressources financières. Tout à fait, c'est sûr. Mhm. D'où Ouais. effectivement cette technologie qui n'est pas non plus à bannir, puisqu'effectivement, s'ils peuvent avoir les enseignements sur leur téléphone, mais rester dans leur environnement, c'est aussi très positif si on peut allier les deux. Exactement. Du coup, par exemple, pour l'anecdote, moi, j'avais un ami qui avait décidé de faire une faculté, de ce type via internet. Donc il était Ouais. quand même obligé de revenir en ville parce qu'internet est assez mauvais, dans la communauté, Et même ouais. s'il y a. Mm, Il y a mm, des jours, ça ne fonctionne pas, donc c'est compliqué. On peut aller sur WhatsApp, mais par contre, les réseaux sociaux un peu plus importants comme Instagram ou des plateformes vidéo, mm. ils Ouais. sont obligés d'aller en ville pour pouvoir, avoir une bonne connexion. D'accord. Donc Et là, la ville, c'est ce que tu disais, c'est à peu près à 1 heure de bateau? c'est ça, 1 heure de bateau, 1 heure et demie. Après, quand il n'y a pas la saison des pluies, tu peux aussi passer par la route, parce que Ouais. maintenant, il y a une route, c'est assez récent, D'accord. qui permet de relier la ville à l'Aldea, donc Aldea, le village, en 30, 40 minutes. D'accord. Ok, donc une accessibilité en tout cas qui est plus importante pour ces peuples-là, enfin ce peuple-là en tout cas pour accéder à la ville. Mhm, Alors, s'agissant de l'art, tu as évoqué un petit peu tout à l'heure en début d'émission et encore là à nouveau. euh, mhm, quand on est abonné à votre compte Instagram, on voit très très régulièrement ces magnifiques photos mhm, de femmes, de jeunes filles, d'enfants, d'hommes, qui sont effectivement avec des fameuses peintures corporelles oui. de la tête aux pieds. Quelle est la signification de ces peintures corporelles et aussi quelle est la place plus largement de l'art Mhm. au sein de ce peuple Uniqueen? Alors, il faut savoir que déjà, chaque peinture a un symbole. Ouais, Et peut être différente dans chaque communauté. C'est-à-dire que moi, là, je vais parler du peuple Uniqueen, je peux un peu parler du peuple Nokekoi aussi, et j'ai quelques connaissances de peinture de d'autres communautés. Mais il faut savoir que voilà, chaque peuple, chaque communauté a ses propres peintures qui vont représenter divers éléments de la nature, des animaux, ou tout simplement être la peinture même de la communauté qu'ils représentent. d'accord. Et il faut savoir, alors dans le cas des Uniqueen et des Nokekoi, ça je le sais, c'est des peintures qui vont, alors comme je l'ai dit, représenter quelque chose de spécifique, Ouais, euh, mais qui va aussi porter une très grande valeur spirituelle. ouais, Par exemple, la peinture du serpent qu'on connaît sous le nom de la jiboya, oui, elle va être utilisée dans certains rites qui, voilà, à dimension spirituelle, mais va aussi représenter, par exemple, va être là pour protéger. oui.
Et il y a certaines peintures que certaines personnes ne peuvent pas utiliser. Il y a des D'accord. peintures qui sont réservées pour les pagés. Il y a des peintures qui vont être réservées à une certaine personne à un certain moment. Parce que la force de la nature ou la force de l'animal ou la force même de la peinture qui peut être diverse, parfois il y a des flèches aussi, enfin, Oui. Mmh. le symbole même de la peinture, il va être utilisé à un moment précis pour une personne donnée, tu vois. D'accord, oui. Si tu fais par exemple, je sais pas, la peinture de la Jiboy ou une peinture, alors je sais plus le nom chez les Nokekoi, mais il y avait une peinture qui représentait une flèche qui était utilisée que pour les pagés. Ben, si tu n'es pas pagé, tu vas pas mettre cette peinture parce qu'en fait, ça pourrait être dangereux pour toi. Pour eux, en fait, tu ne vas pas mettre une peinture qui ne t'appartient pas. Enfin, Tout à comment fait. dire, qui ne s'est jamais présentée à toi, en fait. Et donc, tu dois être respectueux de ça. C'est comme tu me parlais du paget tout à l'heure, qui a Mmh. effectivement un statut, particulier. Est-ce que ces Ouais. peintures-là peuvent être assimilées justement à une certaine, qualification ou un certain statut? Alors dans le cadre, des pagés, oui, parce que c'est quand même enfin, c'est des hommes médecine, hommes et femmes, hein, Ouais, médecine, qui, vont par exemple se protéger de certains esprits et ouais, pour pouvoir faire certaines prières, il faut pouvoir avoir certaines peintures et parce que oui, sinon c'est dangereux pour ton état physique et ton état, spirituel. ouais. Après pour ce qui concerne par exemple, un chef, d'un villageois entre guillemets, plus, enfin voilà, qui n'a pas de grade, je suis pas sûre de pouvoir te répondre. Par contre, il y a d'autres signes distinctifs qui Ouais. étaient avant utilisés. Maintenant, ça a tendance un peu à devenir plus léger, mais ça dépend des communautés. C'est par exemple l'histoire de la cocarde, de la coiffe des Mmh. grandes dames. Dans Oui. certaines communautés, il n'y a que les leaders ou que les hommes et femmes médecines. Dans certaines communautés, il n'y a que les hommes. Dans certaines autres communautés, que les chefs et les femmes n'ont pas le droit. Donc en fait, ça dépend vraiment de la communauté et de ce qu'il y a derrière. D'accord. Et alors justement, toujours on parlait de ces peintures corporelles, c'est vrai que quand on les voit, on a Mhm. l'impression qu'on peut se passer, du langage. Je décris un peu ma pensée. Mhm. On a l'impression que cet art corporel, ces peintures, traduisent une expression ou en tout cas elles expriment, une lutte ou autre. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce que quand on voit, les photos que vous partagez sur les réseaux notamment, ou sur Mhm. votre site, on peut se passer de mots presque, tellement elles sont fortes et tellement ces peintures, on a la sensation de percevoir un message fort sur les luttes et les combats qu'elles peuvent traduire. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose qui te parle, ça ou pas? Oui, alors, moi je dirais que les peintures, elles sont aussi un facteur identitaire. Ouais. Forcément, en fonction de la peinture que tu portes, on va pouvoir parfois déterminer l'ethnie à laquelle tu fais partie. Tout à fait. Mais les peintures corporelles, elles ont aussi des grandes dimensions spirituelles. Ouais. Certes, on peut y voir une dimension de lutte et de combat. Par exemple, le peuple Unikwin, je sais qu'il est connu comme un peuple de guerriers Mmh. spirituels. Ouais. Donc, il va y avoir certaines peintures. Mais je dirais que aujourd'hui, les peintures, elles ont cette importance de facteur Mmh. identitaire Ouais. que les communautés vont utiliser parce que aussi pendant longtemps, elles ont été privées de faire leur peinture, de parler Mmh. leur langue. Donc c'est important aussi aujourd'hui de revendiquer ça. Par Ouais. contre, c'est vrai que que certaines peintures vont représenter, par exemple, la lutte, la Ouais. chasse, tu vois? Il va y avoir des peintures un peu, pour, chaque événement. Ouais, ouais, oui, ça se ressent, c'est sûr et ça transpire Mmh mh. sur certaines photos effectivement. Alors on en vient effectivement au cœur même aussi, de cet épisode qui est, de savoir en tout cas, que tu puisses nous dire quelles sont les menaces actuelles, pour ces peuples, pour, le peuple Unikwin et en quoi leur extinction, en tout cas si ça devait Mmh. arriver, impacterait nous, notre vie ou notre survie si je puis dire? Alors les menaces aujourd'hui pour les peuples autochtones, hein, du monde entier, on va Ouais, dire, c'est de pouvoir, enfin
d'être virés en Ouais. quelque sorte, chassés, être Mmh. chassés de leur terre. Donc l'un des plus grands objectifs et des plus grands enjeux, c'est de réussir à conserver leurs terres, à réussir à les démarquer aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de démarcation de terres Mmh. aujourd'hui. Là, je parle principalement du Brésil, mais je sais que c'est le cas un peu partout. Je sais que en Afrique, on chasse des communautés Bien autochtones sûr, pour récupérer la richesse des bien forêts. C'est sûr. exactement Mmh. la même chose en Amazonie. Mmh. Aujourd'hui, l'un des plus grands enjeux qui se passe en Amazonie, c'est justement de réussir à conserver ces terres et de pas les laisser aux industries Tout qui à vont fait. les Mmh. exploiter pour pouvoir mettre du soja ou de la viande bovine. Mmh, mmh, Et mmh. ça, c'est vraiment très triste parce qu'aujourd'hui, pour la société capitaliste, on va dire, on a besoin Mmh. de chasser des gens de chez eux pour pouvoir utiliser leurs terres. Donc, à travers cette mise à la porte, il y a aussi beaucoup de violence, d'extermination, il y a des morts. Bien Et sûr. c'est pour ça qu'aujourd'hui, les peuples autochtones du Brésil, mais pas que, se révoltent en quelque sorte, parce qu'ils ont connu la colonisation, donc on les a obligés de travailler, enfin on les a, je Asservi, sais pas, ouais. Mmh. c'est ça, asservis. Mmh. Euh, voilà, on les a asservis, on les a privés de leur culture. Mmh. Mais ça c'est quelque chose d'assez, on va dire, humain, hein. C'est arrivé dans de nombreux peuples. C'est arrivé aussi en Corée, c'est arrivé Bien sûr. en Afrique. On a tendance, voilà, il y a eu un asservissement de la population qui a été privée de la culture. Et aujourd'hui, malheureusement, on se bat un peu pour la même chose, c'est-à-dire qu'on se bat pour pouvoir conserver leur terre et leur identité culturelle. Est-ce que vous agissez justement, avec, des acteurs, au-delà des acteurs de terrain, des acteurs, plus politiques? Oui, ouais, pour le cas, par exemple, de la ville de Tarawaga, on s'est rapproché de la mairie et de Ouais. d'acteurs un peu politiques. En France, en tout cas, on a vocation aussi à le faire. On a déjà eu plusieurs rencontres avec des députés, des politiques. Ouais. Par exemple, on a rencontré Anne Hidalgo à la Mmh. COP26. On a déjà échangé avec Michel Rivasi et on a rencontré de nombreux députés européens également quand on était à Bruxelles. Donc il y Ouais. a cette volonté effectivement de se rapprocher des politiques. Néanmoins, à mon sens, et là je parle vraiment en mon nom, Oui. pour moi c'est important certes de conserver ce côté politique Mmh. parce qu'il y en a besoin, Et oui. mais je pense qu'aujourd'hui la lutte elle se fait aussi beaucoup à notre échelle, c'est-à-dire la personne que l'on va rencontrer tous les jours, qui va à son tour rencontrer quelqu'un, enfin on va dire un peu plus communément dans Mmh. la population même, Oui. parce que je pense sincèrement que la population, c'est elle en fait qui a le pouvoir et que les politiques en général finissent par s'allier sur la volonté de la population. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour de la sensibilisation aussi. C'est un peu, moi j'aime bien parler de ça. Tu vois, par exemple, la mode, c'est pas de la mode, mais on va parler de mode parce que c'est plus simple, mais par exemple, la mode Oui. du véganisme Oui. ou du sans gluten. Je me Oui. considère pas que c'est une mode. Moi-même, je suis sans gluten, je suis intolérante. Mais Oui. en fait, c'est un courant qui Oui. est arrivé par la population parce qu'elle en avait besoin. Et en Mmh. fait, la société capitaliste, elle a revu en fait son système pour Son pouvoir, message, ouais, tout à fait. c'est ça, Mmh. répondre à cette demande. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la sensibilisation et des changements du monde Bien qui. sûr. Voilà. Mhm. Bien sûr, totalement. C'est un message très fort et qui me permet aussi de te demander, quelle est la vision, j'ai envie de dire, de la population urbaine, au Brésil? En tout cas des premières villes qui entourent, le peuple, Uniquin. Quelle est leur vision des peuples autochtones? Alors, donc déjà, je tiens juste à dire que dans l'état de l'Acre, il n'y a pas seulement que le peuple Uniquin. Eh Ils oui. sont très proches des Yawanawa, des Shananawa, des Nokekoy et sûrement certains que j'oublie. Ah oui, ils sont Désolée nombreux, pour ouais. les autres. Mmh mh. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est juste pour le resituer. Et malheureusement, la réalité, elle n'est pas très jolie. Il y a énormément de racisme. Ah ouais, C'est vraiment très dur pour eux, heu, voilà, de trouver du travail, déjà à cause de la condition financière. bien sûr. Donc voilà, et ensuite à cause du racisme. Et par exemple, dans la police, bon, je sais pas si c'est forcément des choses que je dois évoquer, mais il y a aussi énormément de racisme. Oui, c'est intéressant. Non, non, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est très, très dur. Par exemple,
Taline Karaja qui sera là au mois d'octobre Oui, lors de la tournée que l'on fait en Europe. Elle parle beaucoup de ça, ouais, du racisme, de ce que vivent aujourd'hui les peuples autochtones en ville ou même dans les forêts, cette méconnaissance. Il y a ouais, beaucoup de stéréotypes aussi ouais. qu'il faut casser. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut un peu réaligner les choses. Mais bon, c'est un grand sujet. Non, mais c'est hyper important, effectivement, et hyper intéressant pour mieux comprendre aussi quelles sont les menaces et quelles sont, au-delà des menaces, quels sont leurs positionnements, justement, et face aux autres, j'ai envie de dire. Et c'est enfin, en tout cas, une vraie lutte à plusieurs échelles, au vu de ce C'est que ça. de ce que tu nous dis. Euh, Quel est, toi, ton ressenti? Quel est, par rapport à ton expérience et le contact que tu as pu lier en allant sur le terrain à plusieurs reprises, Mhm. et avec le lien dont tu nous parlais que tu as noué avec la jeune génération, les jeunes hommes, qu'est-ce que ça a eu comme impact, comme influence dans ta vie? Mhm. Ça, c'est vraiment une question compliquée, je trouve. Eh oui, je me doute, mais c'est évident qu'il y a dû avoir un impact. Alors effectivement, je pense que tu pourras en Oui, parler pendant bien des heures, sûr. mais mais je pense que c'est important de nous dire à quel point ça nous nourrit peut-être. Je parle Mhm. peut-être en ton nom, Oui, mais qu'est-ce que ça t'a amené justement? ouais. Bien, donc déjà, il faut savoir que moi, j'ai une relation un peu différente. C'est-à-dire que dès mon premier voyage en Amazonie, j'ai tissé des liens avec certaines personnes qui sont devenues de vrais amis. Ça fait maintenant 4 ans et quelques qu'on communique ensemble quasiment tous les jours. Donc Ouais, j'ai vraiment, on va dire, un autre point de vue sur certaines choses de l'intérieur de la communauté qu'on ne peut pas forcément voir si on ne connaît pas les peuples autochtones ou si on n'a pas forcément la chance de pouvoir tisser ce genre de relations et de confiance avec certaines personnes. ouais, On va dire que sur le point de vue personnel, ça m'a fait beaucoup grandir et ça m'a beaucoup enrichi. ouais. Déjà, j'ai appris le portugais avec mes amis Mhm. autochtones, donc c'est vraiment marrant parce que quand je parle avec des Brésiliens, souvent ils me demandent mais où est-ce que tu as appris le portugais? Ouais, 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 c'est un bel Et je apprentissage, ça ouais, c'est sûr. et je trouve ça toujours marrant parce que je leur dis: «Bah, je l'ai appris, à l'aldea dans le village et Ouais, avec mes amis autochtones, en fait». Donc déjà, ça pour moi, c'est une grande source de richesse. ouais, c'est sûr. Cette langue, moi je pense qu'apprendre une langue, c'est, avoir l'opportunité de comprendre un peu mieux le système de pensée, le système de valeurs, la culture d'un pays. Mhm. Et donc le fait d'avoir appris le portugais brésilien aujourd'hui, ça me permet vraiment de comprendre des choses que j'aurais pas pu comprendre avant. Un peu comme le coréen, j'ai aussi appris le coréen. Et en fait, quand on apprend une langue, forcément, on commence à penser d'une autre manière. Donc Totalement. Mhm. ouais, ils m'ont appris ça. Autre chose qui me permettent encore d'apprendre, c'est en fait on échange beaucoup sur notre spiritualité, notre vision. Alors, je tiens juste à dire que c'est pas avec tout le monde. J'ai pas Ouais, cette relation avec tout le monde et tout le monde au sein même du village, même s'ils font des rites spirituels, n'ont pas cette spiritualité. ouais, Vraiment, c'est vraiment important que je le dise parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui mettent les autochtones sur des piédestals. ouais. Certaines personnes m'ont même dit, mais comment tu fais? Ils doivent tout le temps lire dans tes pensées. Ouais, ouais, Ça me ouais, fait ça me fait un peu rire, même si pourtant je suis quelqu'un de très spirituel. ouais, ouais, J'ai aussi des épisodes de télépathie, ce genre de choses. Donc je vois de quoi parlent les personnes, mais il faut ouais, pas non plus trop les sublimer, tu vois. Ça reste ouais, des hommes avec un grand H. Et ouais, donc voilà, avec ces amis, j'ai la chance de pouvoir évoquer de nombreuses choses, des choses du quotidien, des valeurs, des systèmes de pensée. Parfois, à un moment, j'ai eu une relation avec un ami autochtone et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait, par exemple, des systèmes de pensée, des valeurs profondes qui étaient qui pouvaient poser problème, tu vois. ouais, Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup pas choquée, mais il faut savoir que les communautés autochtones, elles ont été énormément évangélisées. et oui. Donc, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, tu as les pensées, on va dire, traditionnelles, autochtones, si on peut dire ça comme ça, avec des guillemets, et Ouais, en fait, tu as l'évangélisation qui est arrivée.
Ouais. qui a créé aussi beaucoup de problèmes au sein même des communautés. Parfois, les communautés sont divisées entre Mmh. ceux qui pratiquent les rites traditionnels et ceux qui croient, voilà, à la religion. Et après, il y en a d'autres qui arrivent à faire leur mix, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'à un moment, j'étais confrontée un peu à un système de valeurs avec mon ami qui, voilà, me parlait beaucoup de Dieu. Et en fait, on avait eu un grand débat sur l'homosexualité, par exemple. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait un peu frustrée. Mais Mmh. on a pu en parler et ça a été très riche aussi de voir comment il pensait. Ouais. Mais je tiens à dire qu'il y avait eu du coup de la formation de l'évangélisme, je sais pas si on peut dire. Et genre par exemple, pour certains, ils pensent vraiment, après c'est ok, tu vois, mais que c'est vraiment Dieu qui a créé la terre, tu Ouais. vois. Donc il y Ouais. a des choses un peu comme ça, et après il y a d'autres autochtones qui pensent pas du tout de la même manière, mais qui vont me raconter des légendes. Alors voilà, c'est comme ça que le peuple un tel il est né. Ouais. Par exemple, les Nokekoi, ils ont une légende propre à eux de comment le peuple Nokekoi est venu sur la terre, tu vois, Ouais. comment ils ont commencé à exister. Donc, ça dépend vraiment des communautés et des personnes à l'intérieur même de la communauté, de leur histoire. Tu vas y repartir là enfin, c'est prévu en tout cas que tu y retournes ou pas? Oui, j'y retourne en janvier. D'accord. Je suis retournée en juillet, mais finalement, on a laissé la place à une autre équipe, à une Ouais. qui travaille avec nous, justement. D'accord. Et oui, je prévois bien évidemment de repartir, de revoir mes amis. C'est sûr que ça doit te Travailler. manquer de nourrir autrement ce lien effectivement que par message vidéo. Est-ce qu'il y a il y a des événements qui sont prévus au sein de l'association Jiboyana d'ici la fin de l'année? Alors oui, donc on a les événements évidemment qui sont sur place, comme on continue les projets de reforestation. Oui. Par contre, les événements en Europe même, on sera là en octobre, tout le mois d'octobre, donc 2023. Oui. Et on fera des conférences, il y aura des événements culturels autour de la musique, de certaines médecines traditionnelles. Ouais. Il y aura également des événements un peu plus activistes parce que, comme je l'ai évoqué en début, bah, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important. Oui. Et on aura avec nous des activistes européens qui pourront prendre la parole durant certains événements. Et voilà, donc on sera là à Paris, ensuite on sera à Bruxelles et on ira rapidement en Angleterre. Super, vraiment, Oui. vraiment, c'est magnifique en tout cas tout ce pourquoi vous œuvrez. Et peut-être pour finir, un Mhm. message en tout cas que tu souhaiterais faire passer au nom de l'association Jiboyana pour, alors peut-être un message global, en tout cas à l'attention de Mhm. celles et ceux qui nous écoutent, et peut-être nous Mhm. dire comment nous, à notre niveau, on peut venir soutenir et aider les peuples autochtones. Oui. Bah, merci beaucoup Marion pour me laisser justement cette opportunité d'en parler. Donc il y a plusieurs manières. Donc pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent déjà découvrir notre Instagram, nous envoyer aussi un message, regarder les projets qu'on a réussi à réaliser avec nos interlocuteurs. Donc voilà, on a des projets où on emmène des bénévoles avec nous pour partir en Amazonie et participer aux plantations, aux divers projets. Oui, Mais sur place, par exemple, on a besoin entre guillemets, de main-d'œuvre, de bénévoles, pour oui, ceux qui le souhaitent, à travers, par exemple, des aides sur des événements, ou alors à l'intérieur même de l'association. On est une très petite équipe et on oui, est tous bénévoles. On a beaucoup, beaucoup de travail. j'imagine. Et, Mm. et du coup, la moindre aide comment dire, est acceptée. Bien sûr. Mm. Euh, et vraiment, je tiens à dire que je pense que tout le monde, mais absolument tout le monde peut aider. Moi, je vois, il y a des personnes parfois qui me disent, mais Laetitia, moi, je sais rien faire à part faire de la danse. Donc déjà, d'une, je dis non, arrête de te dévaloriser. C'est sûr, mais, ouais. mais en plus de ça, t'es une artiste. Moi, avec Jiboyana, en tout cas, on a vraiment la conviction que entre artistes et avec Jiboyana, on peut créer d'énormes choses Bien merveilleuses. sûr. Et on pense vraiment très fortement, en tout cas, que l'art est un moyen justement de sensibiliser. Donc, par exemple, cette personne
qui sait danser, eh bien, à travers son art, peut-être qu'elle peut soutenir l'association, Bien que sûr. ce soit à travers des représentations ou des ateliers de danse où elle peut reverser une petite partie à l'association. Et je tiens à dire que voilà, il n'y a pas de petite action. Il faut savoir aussi qu'une association, c'est une sorte de business en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup aussi besoin de financiers parce que Bien sans les sûr. finances, malheureusement, on ne peut pas construire de Bien projet. sûr, c'est évident. Donc il y a cette dimension aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas le temps de, je sais pas, d'aller danser, de nous Ouais, aider d'une manière, on va dire, artistique oui, ou autre, eh bien, il y a aussi des dons qui peuvent nous aider. Et il n'y a pas de petits dons. Si tout le monde aujourd'hui donnait 1 euro, Jiboyana serait une très riche association. bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est certain. Écoute, Voilà. Laetitia, vraiment un immense merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dont tu souhaiterais ajouter ou un sujet sur lequel on n'aurait pas, en tout cas, qu'on n'aurait pas abordé. Non, il y a simplement une amie, quand mon téléphone a sonné tout à l'heure, qui m'a Oui, répondu justement sur ce que tu me demandais par rapport aux naissances aux hommes et aux femmes. oui, Et elle m'a dit que dans la tradition Uniqueen, les hommes devaient faire une diète de nourriture pour accompagner les femmes. d'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je disais aussi à un moment où je te parlais que les Uniqueen, ils étaient assez proches justement des diètes de plantes. Je pense que Oui, d'autres communautés aussi, très oui. fortement. Mais donc Donc là, voilà. c'est spécifique à la naissance, c'est ça? C'est spécifique à la naissance, mais il y a d'autres diètes de plantes qui sont utilisées. Tu vois, par exemple, les, les artistes ou les Oui, chanteurs particulières dans l'LDA, dans le village, ils oui, vont faire des diètes régulières, par exemple avec du piment qu'ils vont oui. mettre sur la langue. Et ils vont faire ça plusieurs jours pour pouvoir ouvrir leur voix. Waouh! D'accord, super intéressant. Mais comme quoi ce message est venu, est arrivé, pile poil au bon moment. En tout cas, ouais, c'est parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas Laetitia. J'étais vraiment ravie de pouvoir à ma petite échelle aussi, faire connaître, ce pourquoi vous œuvrez, de faire connaître et de donner aussi un nom et un visage, en tout cas, à travers, les publications que vous partagez, sur Instagram. Je relayerai les informations bien évidemment. Et puis voilà, c'est toujours une richesse extrême et importante pour nous de savoir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et bravo, un grand bravo en tout cas à tout ce que tu fais aux côtés de toute l'équipe, même si elle est petite, de Jiboyana. Vraiment, et puis une belle continuation. Et dans tous les cas, je serai toujours là pour pouvoir relayer en tout cas les événements de cette fin d'année et au-delà, bien sûr. Merci beaucoup, merci Marion. Et je parle au nom de l'équipe. Un grand merci de nouveau. Oui, Parce que comme tu l'as dit, je ne suis absolument pas toute seule. oui. On est une équipe, il y a Léo, il y a Kelly, Marie, Audrey, bien évidemment. Il y a Alexis aussi qui nous aide. Donc voilà. Et puis tous les nombreux bénévoles et influenceurs aussi qui nous aident. Donc merci Bien sûr. vraiment toute l'équipe et de nos amis autochtones, je suis sûre, qui vous adresseront les remerciements. Merci Laetitia en tout cas, et puis à bientôt et belle continuation encore. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Cet épisode hors série est terminé. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.